Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Power Sport News, un numéro aujourd'hui un peu particulier parce que Pascal, nous sommes dans le sein des saints. Oui, nous sommes dans les institutions, la Fédération française de moto. Alors, Fédération française de motocyclisme, j'imagine que comme invité qui va venir prendre place ici dans ce canapé, on aura évidemment l'avantage de recevoir Sébastien Poirier, le président. Le président de la Fédération française. Donc il y a des gens qui pensent que le président, il n'y a que celui de la République. Pour nous, le monde de la moto, il y a le président de la Fédération française de moto. Alors, on va balayer plusieurs sujets avec lui. On aura d'autres invités tout aussi prestigieux. Allez, presque aussi prestigieux, hein, on va quand même respecter le cadre, avec notamment un team manager. Il y a quelques semaines, il s'est déroulé le 24 heures du Mans et on va recevoir Damien Saunier du CERT. Et puis on parlera aussi d'histoire et de transmission avec Bertrand Bussillet, qui est le responsable à la Fédération du fonds de dotation pour le patrimoine moto. Oui, tout à fait, ce patrimoine qui est exposé à la Fédération et qui fait qu'à un moment, l'histoire, il faut continuer à la perpétuer. Allez, vous l'avez compris, ce Power Sport News s'annonce riche et varié. Le temps du générique, nous on rejoint les fauteuils qui nous sont attribués. On installe Sébastien Poirier ici même et on se retrouve tout de suite pour entrer dans le vif du sujet. Voilà, nous sommes au cœur de la Fédération française de motocyclisme. Vous voyez, on est bien entouré avec des machines mythiques, Pascal. Ça fait plaisir d'être ici. Pascal, le président, Sébastien Poirier, nous a rejoint. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous, très heureux de vous accueillir ici au siège de la Fédération et j'ai hâte de répondre à toutes vos questions. Oula, on s'engage sur une piste savonneuse là, Monsieur le Président. Non, plus sérieusement, ça fait combien de temps que la Fédération est établie ici, avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement? La Fédération s'est installée le 31-10-1978, donc il y a quelques années maintenant. Ça correspondait au boom de la moto en France, avec un siège et une administration dédiée au sport moto qui devait grandir, enfin qui grandissait à toutes les années, et donc à chaque saison. Et donc les dirigeants de l'époque ont fait un choix stratégique d'investir dans un siège social et je crois que c'est un excellent choix puisque ça nous permet aujourd'hui de pouvoir y travailler. On l'a récemment rénové pour l'adapter aux nouvelles méthodes de réunion, je pense notamment à tout ce qui est réunion au visio et donc on a un très très bel outil de travail pour toute l'équipe fédérale. Combien de personnes vous entourent à la Fédération française de moto? La Fédération, c'est une association donc, qui est dirigée par des élus, enfin des élus bénévoles. Donc on a un comité directeur de 44 personnes, on a environ 200 bénévoles donc élus dans les différentes commissions. Et puis en parallèle de cela, on a un gros staff, une belle équipe fédérale administrative, donc des salariés qui représentent aujourd'hui à peu près 50 personnes, 47 salariés. Et puis il convient de noter que nous gérons également 2 sites de pratique à l'extérieur de la fédération, puisqu'on gère le circuit de Carole et puis le circuit d'une plage. Donc ça nous fait une très très belle équipe, un beau staff administratif tourné vers l'activité de la fédération et le développement de nos actions. Et puis évidemment tout ça derrière est chapeauté par la direction générale qui a pour mission de faire en sorte que ce petit monde fonctionne parfaitement et concilie donc la vie fédérale des élus et le service administratif. Au niveau de la fédération, la répartition justement des licences, la tendance actuelle, c'est quoi? Il y a plus de licenciés tout-terrain, plus de licenciés vitesse, le nombre est constant, où on se situe cette année? Globalement, on est autour de 100 000 licences et titres de participation. Le cœur de la vie fédérale, en effet, est plutôt tout-terrain. Nos clubs sont plutôt tout-terrain. Ce sont plutôt des organisateurs de courses de cross ou d'enduro. Mais derrière, on a la chance quand même d'avoir une très grande diversité. C'est ce qui fait la force de la fédération. Je crois qu'on rayonne sur toutes les disciplines, sur tout le territoire. On a du trial, évidemment, on a la course sur piste, on a du motoball, qui est vraiment une très belle discipline. On a le rallye qui fonctionne bien. Donc c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir offrir à tous les passionnés de moto une discipline, un championnat de France qui leur correspond. Et la priorité des priorités pour nous, c'est de maintenir le niveau de compétition, de maintenir le nombre de compétitions, de maintenir le nombre de circuits ouverts en France et de terrains de pratique. Pendant de nombreuses années, souvent les terrains de motocross étaient près des villes. Ouais. Les villes s'étant agrandies, on a vu beaucoup de terrains disparaître. Donc c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'organiser des courses de motocross où on trouve toujours des terrains accessibles. Alors,
ouvrir un nouveau circuit de motocross, c'est quand même de plus en plus compliqué. Évidemment, en tout cas, c'est soumis à un régime qui est beaucoup plus strict, études d'impact, enquête publique. Qui dit étude d'impact dit aussi coût, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir s'engager sur le financement d'une étude d'impact. Donc c'est de plus en plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, on a eu la création de circuits. Nous, notre rôle à nous, c'est de sauvegarder, c'est de protéger. Et donc c'est vrai que les équipements actuels, en nombre sur notre territoire, il faut vraiment les maintenir et j'espère les développer. Donc c'est pas impossible, c'est de plus en plus compliqué. Ce qu'il faut intégrer collectivement, c'est que si on réussit notre réduction d'émissions sonores, et quand je dis ça, ça ne veut pas dire se diriger vers la moto électrique, ça veut dire que réduire un petit peu nos émissions sonores, on va se libérer d'une contrainte. Les épreuves phares de la fédération, quelles sont-elles en 2026? Parce que c'est ça aussi qui sert de locomotive et de vitrine aussi. Parce que quand on sait faire des grands événements, Pascal, vous êtes partenaire Motul, vous êtes partenaire de gros événements. Quand on sait faire des gros événements, forcément, ça rayonne sur la vie régionale, j'allais dire, enfin sur les compétitions régionales. Écoutez, évidemment. Et je pense qu'il faut vraiment que notre environnement, notre communauté motarde s'approprie ces codes. On est sans doute l'un des sports les plus populaires de notre pays. Je ne vais pas tous les citer, mais l'Enduropal du Touquet. C'est plus de 200, 300, 400 000 spectateurs sur le week-end. Ensuite, on a Le Mans avec les 24 heures moto, le Grand Prix de France. On enchaîne avec le motocross, la Capelle, Saint-Jean-Ouernay. On va ensuite à Manicourt pour le Grand Prix, les Grands Prix junior et les Grands Prix Superbike. Boulder, on aura la chance d'avoir cette année un Grand Prix de trial et un Grand Prix d'enduro. Enfin, je veux dire, on est présent dans toutes nos disciplines. Je ne parle même pas des championnats du monde en course sur piste. Donc évidemment que ça permet à notre pays de rayonner à l'international. Quand la France est primée comme étant le plus beau Grand Prix de l'année en motocross ou en vitesse, eh bien ça veut dire qu'on a une expertise, on a une compétence. Et ça veut dire que lorsqu'on organise et qu'on y mène notre savoir-faire et notre bonne volonté, on sait faire des choses extraordinaires. On est un pays d'organisateurs. Les JO 2024, mais ce qu'on a réussi à faire, c'est absolument incroyable. C'était pas gagné. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un contre-courant, on va dire, où on n'était pas prêt. Le JO bashing a été monstrueux. Ouais. On a su faire parce qu'à un moment, on s'est tous mis autour d'une table pour dire il faut qu'on réussisse. Et donc on a réussi. Nous en moto, on le fait quasiment tous les week-ends. Le sidecar cross, moi j'étais à Castelnau de Lévis ce week-end, mais c'est absolument fantastique. Tous les acteurs locaux. C'est une économie. C'est une économie. Nous avons, là on va bientôt communiquer sur une étude économique en enduro, sur un championnat de France dans un petit territoire, c'est 2,5 millions d'apport économique, de retombées économiques sur uniquement un championnat de France. Vous vous rendez compte combien de sports sont capables de générer autant d'économies dans un tissu rural? Il y en a très peu. Très peu. Donc oui, on est un pays où on doit organiser cette année plus de 15 Grands Prix, ce qui est absolument incroyable, avec des clubs qui sont toujours à la hauteur et des épreuves qui sont toujours en train de grandir. Et surtout, ce que je retiens, c'est que nos champions ont besoin de ça. L'an passé, on a vécu une séquence absolument dingue où nos champions français ont gagné chez eux. Donc c'est important pour nous aussi, évidemment, d'avoir des très belles manifestations, mais je sais et nous savons que pour nos pilotes français, pour nos champions français, c'est important également de pouvoir briller chez eux. Alors, très longtemps, on venait chercher sa licence à 18 ans. Alors, on s'aperçoit, moi je suis venu à Avenue Parmentier il y a très longtemps chercher une licence de motocross, mais on voit que de plus en plus, il y a de plus en plus d'accès au sport motocycliste, toutes disciplines confondues, que ce soit le trial, la vitesse, le motocross. On voit qu'il y a de plus en plus de gamins et des très très jeunes. Et ça, c'est un gros effort de la part de la fédération française, où toutes les fédérations ont ce mot d'ordre d'aller chercher le plus de jeunes possible, ou c'est tout récent? Moi, ça a toujours été une ligne directrice depuis que j'ai pris la présidence avec mon équipe de la fédération en 2020. Il faut qu'on soit tourné vers les jeunes. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est ce qui fera que demain, nous aurons des licenciés. Ce sont des spectateurs, ce sont des futurs motards, ce sont des personnes qui justement, nous permettront de grandir et de valoriser l'image de la moto. Alors, justement, Président, vous parliez des jeunes et vous parliez de la vitesse. Ce que je vous propose, c'est de regarder le sujet qui a été réalisé au Mans sur le
le FSBK sur justement la catégorie OGP, Moto 4 OGP by Motul. Pascal, hein, vous êtes partenaire de cette catégorie. Et justement, on va découvrir le vivier, on l'espère en tout cas, de la vitesse dans les quelques années qui vont venir. Cette catégorie Moto 4, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle est liée avec la catégorie Moto 4 championnat d'Europe versus championnat du monde. On est sur des caractéristiques techniques identiques à cette catégorie Moto 4 européenne. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de pilotes français qui roulent dans cette catégorie. Et donc, c'est important pour nous de marquer cette étape obligatoire pour que nos meilleurs pilotes passent par ce niveau franco-français. L'implication de Honda dans ce nouveau championnat, c'est que l'année dernière, on a voulu se rapprocher de la fédération parce qu'on a une responsabilité en tant que constructeur de supporter la fédération et d'accompagner les jeunes, leur permettre de progresser dans les meilleures conditions possibles et créer les talents de demain, pourquoi pas en Moto 3 et dans le futur en Moto GP. Alors pour nous, ce partenariat entre Honda France et la Fédération française de motocyclisme, c'est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir accompagner la filière vitesse, la filière jeune. Ça permet d'une part aux pilotes qui prennent part à ce championnat de pouvoir bénéficier de conditions négociées et préférentielles aux motos, au NSF 250, et puis évidemment à l'ensemble des catalogues pièces, soutien, support et accessoires, notamment dans le cadre de la mise en place du Racing Service qu'on a aujourd'hui là sur la course du Mans. J'ai commencé la moto de route compétition à 8 ans et les courses vers 10 ans. L'année dernière, j'étais engagé en Moto 4 OGP by Motul et j'ai gagné le titre. Et cette année, je fais le Moto 4 European Cup avec l'équipe Monlo. Et alors ton objectif dans ce championnat, c'est quoi? Me rapprocher le plus possible des groupes de devant et d'essayer de marquer le plus de points possible et de s'amuser. Voilà, donc un sujet intéressant sur les futurs grands noms de demain, en tout cas on l'espère pour la vitesse française. Pascal, Motul, on l'a vu, est donc partenaire de cette catégorie, du Moto 4 OGP. C'était important pour une marque comme Motul d'être partenaire, je dirais, au pied de la pyramide pour pouvoir grandir éventuellement avec une prochaine vedette, ou enfin j'aime pas trop le mot vedette, mais en tout cas d'accompagner un futur champion. Tout à fait. Un jour, on s'est croisé avec Sébastien, on a évoqué le sujet à la Rookies Cup, un endroit où on réunit 500 petits crossman de 8 ans jusqu'à 18 ans. Et on s'était interrogé en se disant, mais il faudra développer une catégorie la plus jeune possible. Et c'est ce qu'on a fait ensemble avec la Fédération française et Motul. On s'est dit, effectivement, qu'est-ce qu'il va devenir après ceux qui sont actuellement dans la catégorie Grand Prix? Et comment on va faire pour arrêter de se faire traiter en espagnol ou en italien, ou en espagnol ou en italien. Donc effectivement, avec Sébastien, cet échange a été important et il va, je dirais, apporter, de l'eau au moulin dans les années à venir. Et pas dans très longtemps d'ailleurs. Je pense, ce qui est important de souligner avec Motul, et c'est en ça que c'est un partenaire un peu différent des autres, c'est qu'on s'inscrit sur quelque chose qui se voit peu. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à travailler avec Pascal et Motul sur ce projet Génération Vitesse, on vend une pyramide, on vend une filière qui va des écoles labellisées, de la journée du code de la moto, et ensuite on progresse tous ensemble, et les championnats régionaux. Et c'est important pour nous de travailler sur du partenariat qui s'inscrit dans du long terme, parce qu'on doit avoir une vision sur du moyen ou long terme. Donc un grand merci à Motul, c'est important parce qu'aujourd'hui on est en train de gagner, je pense, en tout cas en masse. L'an prochain en Moto 3, on aura quasiment autant de pilotes français que de pilotes italiens. Important de le souligner. Donc il y a plus de pilotes français. Donc nécessairement, il y aura demain des pilotes français qui sortiront. Et surtout, on commence à faire de la vitesse dans nos ligues. Et ça, c'est fondamental puisqu'on on s'approprie quelque part les pistes de karting, puisqu'on est à plus de 100 pistes de karting homologuées. Donc dans cette génération vitesse, il y avait cette vision à 360. Et moi, je suis persuadé que c'est comme ça qu'on doit travailler. Et c'est comme ça qu'on réussira à avoir des résultats très rapidement. Des règlements techniques qui sont identiques à ceux des règlements internationaux. Moto 4
/OGP by Motul, eh bien c'est la possibilité pour nos pilotes français d'aller rouler assez facilement en Moto 4 européen. Donc oui, tout a été mis en place, tout a été pensé pour créer une filière. On est très fort en motocross, très fort en enduro. Eh bien on a essayé avec la DTN et la Commission nationale, et on l'a vendu à des partenaires qui nous suivent, eh bien de valoriser cette structuration. Juste une question, pendant quelques années, il y avait eu une équipe de France vitesse. Aujourd'hui, elle est toujours là, mais le décalage entre comme disait Pascal, les deux têtes d'affiche qu'on a aujourd'hui, c'est Fabio Quartararo et Johann Zarco. Derrière, il y a un vide, on va dire. Sous combien de temps on peut espérer l'émergence des remplaçants, on va dire ça comme ça? On a d'abord la chance d'avoir 2 magnifiques pilotes français en MotoGP. Ce qui ça fait très longtemps qu'on n'avait pas non plus de pilotes français à ce niveau-là. Donc je pense que ça c'est une chance pour notre pays. C'est vrai qu'on a un trou générationnel, régénérationnel. En tout cas, on n'a pas de pilote en Moto 2 et en Moto 3. D'abord, le très très haut niveau est extrêmement compliqué. On a une difficulté de coût de saison. Et à la différence de l'Italie ou de l'Espagne, nos meilleurs pilotes ont beaucoup de mal à réunir les budgets. Généralement, en Espagne, en Italie, vous avez beaucoup d'acteurs économiques qui s'investissent, qui accompagnent des jeunes. On a aujourd'hui des pilotes qui commencent à performer, mais qui n'arrivent pas à fédérer autour d'eux le tissu économique régional, départemental ou même national. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors nous, fédération, on n'a jamais autant aidé. Donc on est présent, mais on ne peut pas financer les saisons de tous les pilotes. On a une équipe de France et des collectifs, donc on est là pour les faire grandir. Mais c'est vrai que l'aspect économique, alors on essaie évidemment de trouver de la cohérence avec des partenaires fiables comme Motul ou d'autres partenaires français, mais on peut pas aider tout le monde. Donc l'idée c'est d'avoir des vraies visions, des vraies cohérences. Mais pour citer quelques noms, on a quand même une équipe de France qui brille. On a Enzo Belon, on a le petit D'Acosta, on a le jeune Guillaume Planck également qui sont pas loin de franchir le dernier cut. On a également un Johan Zimbert qui aujourd'hui n'a jamais été aussi proche d'accéder au Moto 2. Donc évidemment que c'est dans ces 4-5 noms que j'espère on récupérera les futurs champions. Puis on a aussi le jeune Nativi qui fait des belles performances. Donc voilà. On a des teams français qui essaient aussi de structurer, ça c'est important parce que nous, fédération, on est là pour fédérer, mais il faut aussi qu'il y ait des teams français. La Dorna qui souhaite internationaliser un peu plus les championnats du monde. Moi, j'aurai une réunion importante avec eux lors du Grand Prix de France. Donc, écoutez, en tout cas, les feux s'allument un peu plus au vert qu'il y a quelques années. Les planètes commencent à s'aligner, on va dire. J'ai le sentiment que les planètes commencent à s'aligner. En tout cas, les performances de nos petits français commencent à être remarquées. On parlait aussi du parcours de Quartararo et de Zarco qui paradoxalement ont fait leur parcours en dehors du territoire national. Ouais. Ils sont construits en Espagne, notamment pour Fabio. Il y avait peut-être aussi un manque de crédibilité à ce moment-là du championnat de France. Aujourd'hui, vous avez fait beaucoup d'efforts cette année aussi pour mettre en valeur le championnat de France Superbike. Ouais. Est-ce que ça passe aussi par là? C'est-à-dire que les jeunes seront attirés par un championnat qui, entre guillemets, soit crédible, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Oui. C'est pas péjoratif, mais en tout cas qui apporte et qui permet justement d'ouvrir les portes qu'aujourd'hui on ne peut peut-être pas ouvrir. Alors, sur l'Espagne, ne confondons pas les championnats internationaux principalement organisés en Espagne et le championnat national espagnol. Enfin, le SBK, il a quand même un niveau qui est quand même très supérieur à ce qu'on peut trouver en France. Il faudrait voir. En tout cas, en termes de quantité d'engagés, de nombre d'engagés, je ne suis pas certain qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Par contre, on a un très beau championnat de France. Nous avions un très beau championnat de France avec de très très bons pilotes, de très très bons teams. Le fait qu'on puisse le diffuser et le montrer plus largement à travers donc, la Prod Télé qu'on a lancée en début d'année est un vrai plus pour le championnat de France. Il s'avère en plus, on est très heureux que le dispositif est de qualité, que tout s'est très bien passé avec une épreuve vraiment parfaitement réussie, de très très belles courses. Donc c'est vrai que ça offre une caisse de résonance que méritait ce championnat. Pour nous, c'est un bon point de départ. Clairement, et vous l'avez évoqué,
Le savoir-faire, c'est évidemment important. Le faire savoir, c'est tout aussi important. Mais oui, pour en revenir aux jeunes, c'est important qu'il y ait aussi cette caisse de résonance et j'espère qu'ils pourront capitaliser sur cette production. Cette visibilité, elle est aussi offerte justement sur les antennes de sport en France. Exactement. Donc ça permet aussi de développer. Et puis en parallèle, excuse-moi Pascal, je te coupe, il y a aussi cette structuration avec cette campagne de recrutement sur les commissaires. Parce que là aussi, j'allais dire, les compétitions avec les concurrents, ok, mais sans les commissaires, il n'y a pas de compétition. Mais nous, fédération, on doit fédérer et on doit être présent à tous les échelons. Nos épreuves vivent de l'investissement de bénévoles, de dirigeants de clubs, mais aussi de commissaires de piste qui sont capables de passer 24 heures ou 48 heures sur un circuit, sur un terrain, sous la pluie, sous le soleil, etc. Donc ça, le rôle pour nous, c'est de les valoriser et puis c'est d'aller recruter de nouveaux commissaires, de nouveaux bénévoles. Et le projet qu'on porte cette année, c'est de complètement modifier notre approche en termes de recrutement et notre approche en termes de formation. On ne parle plus aujourd'hui à un bénévole comme on lui parlait il y a 20 ou 30 ans. On ne le forme plus de la même manière. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait peur de l'avenir. Il faut juste que nous, fédérations, on se modernise, on s'adapte et qu'on soit en capacité de leur parler avec leur propre code. On ne pourra pas dire à un jeune de 20 ans « viens commissaire de piste » si derrière on n'est pas capable de communiquer sur un téléphone portable. Donc c'est vraiment ça. Encore une fois, ne pas avoir peur du futur, mais être capable de connaître les codes, d'en connaître les codes pour mieux les capter. Moi, je crois à l'aventure humaine du monde associatif. Moi, j'y crois énormément. Quand on me dit qu'il n'y a plus de bénévoles en France, non. Il n'y a jamais eu autant de demandes de bénévoles pour les JO en 2024. Encore faut-il leur parler avec leur code, encore faut-il les recruter avec leur code, et c'est ce qu'on a mis en place en 2026. Alors on parlait des commissaires de piste, Pascal et Sébastien. Moi ce que je vous propose c'est de regarder un petit peu comment tout ça fonctionne parce que les commissaires sur le terrain, ils sont directement liés à la direction de course. Et la direction de course, comment ça fonctionne une direction de course? Justement, c'est le sujet que je vous propose de regarder maintenant. Ça a été tourné dans le cadre du championnat de France FSBK au Mans. Thomas Guérin, donc je suis le directeur de course du championnat de France Superbike. Le directeur de course, il est chargé en fait de tout l'aspect sportif d'une compétition. On doit gérer les départs, les arrivées, les incidents de course et toute la préparation et la gestion du timing. On travaille en équipe et en fait c'est le travail d'équipe qui fait en fait qu'on réussit une épreuve et la direction de course, c'est un ensemble. C'est les commissaires de piste, le service médical, le circuit, les agents techniques qui peuvent travailler sur les interventions et tout. C'est une alchimie de tous ces intervenants qui font qu'en fait la course va se passer d'une très bonne façon. C'est où la moto s'est arrêtée, Max. Après, elle a dû finir de vidanger là-bas. Ici, nous avons une des meilleures directions de course de France, voire la meilleure, puisqu'on est sur le circuit des 24 heures auto. Et en fait, on a une équipe avec la CO super compétente. On a 25 caméras et en fait, on peut voir tous les virages et toute la piste. Donc, suivant en fait les interventions et les informations que les commissaires vont nous donner, automatiquement, on va réagir et envoyer, mettre un drapeau rouge, faire travailler les commissaires, gérer un incendie en piste, traiter la piste, envoyer le médical, etc., etc. Ce qui est très important, en fait, c'est de prendre la bonne décision au bon moment. Toujours garantir en fait la sécurité des pilotes. Nous, le cheval de bataille de la direction de course, c'est la sécurité. On agit immédiatement et le plus vite possible pour la sécurité des pilotes. Prendre la bonne décision au bon moment pour la sécurité des pilotes et qu'on ne mette pas en danger les concurrents. Voilà donc ce sujet intéressant sur une direction de course et je pense que vous avez un peu mieux compris comment on gérait un événement sportif et les responsabilités aussi que ça impliquait non seulement pour les commissaires mais aussi pour le directeur de course et ses adjoints. C'est un challenge, c'est un défi. J'allais dire un défi aussi que vous avez lancé cette année, Président, c'est la fondation pour le sport moto. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus vers quoi on va tendre en fait? La fondation, c'est quoi? C'est une fondation, donc c'est du mécénat. Le monde de la culture est très largement financé par de la subvention publique et par du mécénat. Donc le sport peut utiliser du mécénat pour financer ses actions dès lors qu'elles sont dirigées sur des actions bien spécifiques. Et je crois que le sport ne l'utilise pas suffisamment. Donc on a la chance d'avoir une fondation du sport moto qui nous permettra
de pouvoir capter du mécénat, soit du mécénat d'entreprise, soit du mécénat à titre privé. L'objectif pour nous, c'est d'aller chercher du financement complémentaire. Nos licences sont relativement chères, c'est ce que les pilotes nous disent, et c'est toujours trop cher. Moi, je préfère la licence à 1 euro ou 2 euros si j'avais du financement pour financer les services de la fédération qui sont tous orientés vers le développement de l'activité et sa sécurisation. Donc, ce n'est pas du luxe, vous voyez. Donc, c'est important tout de même de travailler sur des outils de financement pour être moins dépendant de la part licence, puisqu'aujourd'hui, nos revenus découlent à hauteur de 65-70% des licenciés. Donc il faut vraiment qu'on développe ces revenus additionnels, soit à travers du partenariat ou à travers des transferts de compétences vers la fondation. Aujourd'hui, la fédération est propriétaire de 30 circuits. La fondation, demain, pourrait parfaitement financer des actions de rachat de circuits. Donc c'est ça l'objectif, c'est d'avoir une entrée de financement à travers le mécénat pour ne pas être trop dépendant des recettes des licences. Pascal, pour conclure, je crois que tu avais une question un peu particulière pour le président. Oui, on a un monde très particulier qui est celui de la moto. Je vois le logo de la Fédération française de moto. Alors, moi, je ne m'identifie pas par rapport à l'automobile. Mais quand je vois le logo de l'automobile et que je vois notre logo, je dis bien notre logo de la Fédération française de moto, le logo a changé. Il y a le moto écrit en gros, ça c'est une volonté qui vient de qui, de quoi et comment? Ça a été un énorme sujet. Énorme sujet. Et ce que vous me dites, mon cher Pascal, me fait vraiment très plaisir. Parce que, évidemment, pour une fédération française, retirer le bleu, blanc, rouge, positionner son sport plutôt que la structure, l'institution, c'est pas qu'un logo, c'est une philosophie. Et moi, j'y ai mis beaucoup de moi, et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce qu'il a fallu vraiment convaincre, y compris en interne, y compris nos clubs, pour dire, mais écoutez les amis, on a la chance d'être plus qu'un sport. Et on peut capitaliser autour de notre cœur, qui est la moto. Et c'est exactement ça. La moto avant tout, et nous, on gère, en tant que fédération sportive, évidemment, le sport moto. Merci Président. Merci à vous. Merci Pascal. Merci Président. On va poursuivre l'émission en accueillant un autre acteur. On parlait des 24 heures du Mans il y a quelques instants, Pascal. Un autre acteur, et pas n'importe lequel, puisqu'on va avoir le plaisir de recevoir Damien Saulnier, le team manager du Yoshimura Surf Motul. Voilà, comme promis, on a le plaisir de recevoir Damien Saulnier, le team manager du Yoshimura Surf Motul. Salut Damien. Bonjour Eric, bonjour Pascal, et bonjour quel Damien. plaisir. Tu vas bien? Très bien, tout va bien. Pascal, je te présente pas, je pense que tu connais le garçon mieux que moi. J'ai vécu 24 heures avec lui il y a quelques semaines, donc j'ai eu du mal à m'en remettre. Merci. Justement, tiens, puisque Pascal me fait la transition parfaite, Damien, ces 24 heures, on va y revenir rapidement, puisque c'était, comme dit Pascal, il y a quelques semaines, une deuxième place au final qui, si on te l'avait annoncé le samedi matin à 10h, tu aurais signé dès demain? Ah, complètement. Une 6e place aux essais qualifs, une 6e place l'an passé avec les conditions de piste qu'on a bien connues, et là au final une belle 2e place. Donc forcément quand on est 4e, on fait la tête parce qu'on n'est pas sur le podium, et quand on est 2e, on fait la tête parce qu'on n'a pas gagné. Mais globalement, on est bien dans le match pour la suite de la saison. On a vu une Yart qui était très, très rapide, la BMW également. La 99, la KO, etc. Donc non, pour nous c'est un plutôt bon début de saison, et puis je suis ravi pour les pilotes qui ont fait un super travail, pas d'erreur sur la piste, et puis surtout un brin de fierté pour toute l'équipe qui m'accompagne dans ce projet, et c'est un très très bon début de saison. Alors, la course n'a pas été facile, plein de raisons, beaucoup de concurrents sur la piste, 60 motos au départ, et je m'en réjouis, c'était une superbe épreuve du monde, tous les box ouverts en début de course et tout, c'était chouette. Pas facile de se faufiler, de circuler exactement, une course qui était compliquée, ça allait très vite. Nous on a eu un problème électronique sur la moto, il fallait faire du on-off de temps en temps pour initialiser un peu l'électronique et retrouver du traction control, de l'anti-wheeling. Donc forcément il y a eu des relais qui étaient complexes parce que les gars n'arrivaient pas à se mettre dans le bain quand on a des motos qui sont aussi puissantes que ça, et quand on perd le traction control, quand on perd l'anti-wheeling, on le voyait, je voyais ressortir du raccordement, je dis ah ça y est, ça recommence à
a dysfonctionné. La moto, je la voyais partir à la 2, la 3, la 4. Donc du coup, ça joue de la poignée de gaz, du frein arrière pour éviter de partir en ligne. Pendant ce temps-là, le chrono, il tourne et ça ne produit pas. Et on a eu une biellette de sélection qui nous a fait faux bond. Donc on s'y attendait pas trop. Étienne prend son relais, il fait quelques tours, il rentre au stand. Le sélecteur qui était tout en bas. Donc forcément, on passe un petit peu de temps au stand. Et puis là, on perd le fil avec les motos de tête. On perd quelques tours, 3-4 tours. Et puis à la vitesse où ça va, autant une petite bricole, on force un peu, autant une plus grosse bricole où on perd 3 tours. On ne remonte pas 3 tours à ce rythme-là, à ce niveau-là. On a bien vu qu'il y avait quand même la BMW qui était très rapide. La BMW faisait 2 tours de plus que nous, que la Yam, que la Honda, que la Kawa, donc compliqué. La Yam allait très vite. La Honda, avant que ça chute au virage du garage vert, je crois, elle allait très vite également. Donc course très rapide. Et c'est ce qui fait justement le charme de cet événement, de cette épreuve, c'est qu'on voit que ça va de plus en plus vite. Toutes les motos de devant étaient, pour ainsi dire, toutes en Bridgestone. Donc ça a remonté un peu le niveau, même si les Pirelli marchaient très bien, que les Dunlop marchaient bien également. Mais on voit que du coup, le niveau s'est remonté. Et c'est chouette, ça fait des belles épreuves, ça fait des belles courses avec une belle bagarre. Pascal, ça aussi, c'est important cette année, c'est ce que dit Damien, c'est qu'il y a eu vraiment un step de franchir en termes de performance. Et on a tendance à le dire depuis quelques années, mais là, ça s'est bien vérifié cette année. C'est des sprints de 1 heure à chaque fois, c'est 24 sprints d'1 heure. Alors, chaque année, on se dit ça va de plus en plus vite. Mais chaque année, on a des pilotes qui descendent du Mondial Superbike, des Vandenmark. On a des gens de plus en plus pointus à l'endurance. Et on voit bien que, effectivement, mais au début, cette année, on s'est dit, mais ça va beaucoup trop vite. C'est une question qu'on s'est posée. On s'est dit, mais personne ne les freine. Ça va durer 24 heures quand même. Donc, et la Honda qui force, parce qu'ils ont un Perolari qui fait du Mondial 600 Super Sport. Donc, on sentait que les pilotes étaient de plus en plus... Avant, on se disait, bon, ça va durer 24 heures. On était un petit peu pépère presque. C'est fini cette époque où, effectivement, l'endurance était une course de pépère, quoi. C'est plus une course de pépère, et depuis déjà pas mal d'années. Mais là, cette année, j'ai l'impression que ça monte encore d'un cran, quoi. Donc, ça a été très vite quand on voit les chronos qui étaient en 1.34.4. Je ne veux pas dire qu'il était possible de faire un 33. Ce qui a été, je pense, compliqué en qualif, c'était de se frayer un chemin et de pouvoir se faufiler dans le trafic avec des grosses différences de niveau. Je m'étais dit avec les gars que ça passera en 33. Quand on voit le MotoGP, je crois que c'est 29,7 je crois l'an passé. 33, on va dire que ça fait 3-4 secondes. Ça fait 4 secondes, on va dire. 4 secondes, voilà, exactement. Entre un prototype et une moto dérivée de la série, c'est vrai que l'écart est assez extraordinaire. Hier, j'avais une interview et on me posait la question, mais quelle est la différence entre les motos? Je dis, c'est pas compliqué. Pour monter une moto EWC, il faut 4 références d'origine. Le cadre d'origine, le moteur d'origine qui est préparé, la rampe d'injection, la boîte à air. On est sur une moto globalement de série achetée dans une concession. À la base, c'est ça. Donc évidemment, elle a évolué, on amène fourche, amortisseur, bras oscillant et tout. Mais à la base, c'est une moto référencée chez le constructeur qu'on peut acheter. Donc la différence, elle se réduit. Alors justement, tu parlais de la prochaine échéance qui va arriver dans quelques semaines, ça sera les 8 heures de Spa. Le calendrier du championnat du monde d'endurance, c'est 4 dates. Comment on gère une saison de championnat du monde d'endurance? Parce que on parlait du MotoGP, il y a 22 grands prix, donc clairement, ils ont la tête dans le guidon du 1er février jusqu'au 30 novembre, on va dire. Toi, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y a 4 rendez-vous dans l'année. Comment on gère au quotidien une équipe d'endurance? Alors, si on parle par rapport aux événements, il est clair qu'il faut être présent sur les 4 courses. Les 2 épreuves de 24 heures, là il ne faut surtout pas passer à côté. Les épreuves de 8 heures, évidemment, c'est la même chose. 4 courses, on peut prendre des gros points facilement sur des épreuves de 24 heures. Les points déjà à la pole. Le premier prend 5 points, le 5e prend 1 point. Après, des points à 8 heures, à 16 heures de course et des points au final. Sur les deux courses de 24 heures et puis les épreuves de 8 heures, c'est des épreuves, des points au qualif et à 8 heures de course. Donc il faut surtout être bien présent, il y a des petits calculs à faire pour être certain de ne pas passer à côté. Après, tout au long de l'année, on passe beaucoup de temps sur les motos à les fignoler, à les préparer. Là, on a eu les petits soucis qu'on a eu, forcément, ça va passer par beaucoup d'échanges avec le Japon, avec Suzuki, avec l'usine, avec Yoshimura, l'équipe que manage Yoe Kato. Même si on n'a que 4 courses, ces 4 courses, elles sont longues. Et comme je dis à chaque fois, c'est que si on cumule tous les kilomètres qu'on fait nous dans une année avec 4 courses, on est, je crois, identique ou peut-être même
on fait peut-être même plus de kilomètres qu'en MotoGP, où en MotoGP, on a beau avoir 22 week-ends de course avec les… Oui, tu parles sur la piste, hein, c'est sur ça. la piste, bien sûr. Ouais. Mais malgré tout, tous les kilomètres cumulés, on en fait beaucoup. Nous, on fait 850 tours sur une épreuve de 24 heures à 4 km 185. Ça fait beaucoup de kilomètres. Donc, on a quand même beaucoup de travail sur les motos. Et puis, à pas cesser de les faire évoluer. Et puis, c'est les motos et tout ce qui touche la moto et tout ce qu'il y a autour de la moto. On n'arrête pas de travailler sur les stands, améliorer le montage de la structure et tout. On a du travail, on s'occupe quand même. Hein. Alors, Pascal parlait de l'autre structure, Le Mans Sud, le Junior Team. Ça aussi, c'est pour toi, c'est une double casquette. Alors, je te demandais un petit peu ton emploi du temps tout au long de l'année, mais là aussi, tu es bien impliqué. Là, tu es plus dans la transmission, on va dire, sur le Junior Team. Comment ça fonctionne pour les personnes qui nous regardent? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'est très simple. On reçoit dès maintenant des dossiers pour les futurs élèves. On reçoit entre 50 et 70 dossiers. On en présélectionne 30. Ces 30 dossiers viendront à l'atelier très prochainement, en juin. Ces 30 personnes, on leur fait faire une sélection. Alors, ce qui est sympathique dans la sélection, c'est que les élèves de l'an passé ont sélectionné ceux de cette année. Ceux de cette année vont en partie sélectionner les élèves qui seront avec nous en 2027. Donc, il y a une vraie passation de connaissances, de savoir pour cette sélection. À la suite de ça, les jeunes intégreront la structure 2 semaines avant les vacances de la Toussaint, cumulant les anciens et les nouveaux élèves pendant ces 2 semaines. Après les vacances de la Toussaint, on retrouve les nouveaux élèves. Et novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est toute la période de formation, d'apprentissage, où les jeunes vont apprendre toutes les activités qui sont liées au sport mécanique, la conception de la moto, partant des motos des Suzuki GSX-R d'origine, différents modules de formation avec des partenaires qui viennent compléter la formation des jeunes. Et puis à partir de février-mars, là on va retrouver les premiers essais, on va partir, on ira à Nogaro, on ira sur différents circuits faire quelques séances d'essais. Et puis avril, mai, ça y est, les épreuves commencent, les essais pré-Superbike, les pré-Mans, le Superbike, les 24 heures moto. Et on enchaîne avec la suite de la saison pour une saison complète, avec toujours l'esprit d'amener ces jeunes avec une certaine polyvalence, une certaine compétence pour que ces jeunes intègrent des courses dans le sport mécanique, dans des métiers en périphérie de la course moto, et puis qu'accessoirement, on est des jeunes pilotes également. Cette année, les frères Michaud, Ludovic Cauchy, Kokoro Hatsumi, qui roulaient au Mans il y a quelques semaines. Et puis toujours cette idée de transmission, de formation. Moi, ça me tient à cœur parce que je suis passé par là au tout départ quand j'étais élève en sport-études moto au lycée Le Mans Sud, et il y a eu cette phase de transmission avec Jean-Claude Chemarin à l'époque, et ça me tient à cœur, et le Junior Team fonctionne de cette façon tout au long de l'année. Le cursus, c'est quoi? C'est bac pro, et ensuite ta formation, c'est une formation diplômante. C'est quoi pour les jeunes qui nous regardent et qui pourraient être intéressés? C'est un recrutement national. Les jeunes ont forcément fait un bac professionnel mécanique moto, et maintenant je leur demande de faire un BTS mécanique moto ou BTS MCI, moteur à combustion interne, parce que ça amène un complément également. Garçons ou filles, je précise, vous êtes conviés, messieurs et mesdemoiselles, à postuler, mais recrutement national avec un BTS mécanique moto, c'est une formation post-BTS avec un certificat de qualification comme quoi ils ont suivi la formation. Il n'y a pas de diplôme, c'est pas diplômant, parce que moi le meilleur diplôme que les jeunes puissent avoir quand ils vont ressortir, c'est d'aller chez Kawa, chez Yam, chez Akira, dans une société qui fait du moteur à Bayonne, et qu'ils aient un emploi. Pour moi, le diplôme, c'est qu'ils aient… C'est la meilleure vitrine quelque part. Exactement. Damien, on arrive au terme de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison, tant au niveau du Yoshimura CERT Motul que du Junior Team? Eh bien, disons qu'en 2025, on est passé à côté du titre. 2024, on l'a eu, 1 point, merci Eric. 2024, on a eu le titre. 2023, on est passé à côté. On peut imaginer, 2026, ramener de nouveaux lauriers à la marque Suzuki, à Motul et à nos différents partenaires. Les années paires, c'est pour vous. Moi, j'aime bien. Ça, et faire une belle saison, finir pourquoi pas en beauté comme au Bol d'Or comme l'an passé, faire une belle saison, garder cet état d'esprit qu'on a tous, cet esprit de combativité avec cet esprit de famille où on essaye vraiment de tirer tout vers le haut, que le Junior Team en fasse une belle année. J'aimerais bien voir la 72 monter sur le podium, à Spa, au Bol d'Or, et qu'on mène au plus haut niveau des classements la 72 qui me tient à cœur. C'est une belle équipe avec une belle aventure.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Damien. Merci Damien. C'est moi, merci beaucoup. Allez, nous, on va poursuivre notre émission avec un nouvel invité. Allez, on poursuit notre parcours dans ce Power Sport News avec notre nouvel invité, Bertrand Bussier, qui est le responsable du fonds de dotation du sport moto. Salut Bertrand, ça va? Bonjour Eric, ouais, très bien. Fonds de dotation du sport moto, on va parler d'histoire donc. Ouais, alors voilà, alors, le fonds de dotation, c'est un projet qui est assez ancien maintenant, puisqu'il avait été créé par Jacques Boll à l'époque où il était encore président de la Fédération française de moto, donc juste avant le confinement, en 2018-2019. Et c'est vrai que c'est un projet qui est très intéressant parce que c'est un projet, il est parti d'un constat, c'est que la passion du sport moto, enfin, le sport moto, comment dire, il y a une renaissance du sport moto au tournant des années 60-70, avec des passionnés qui avaient 15 ans, selon qu'ils avaient 15 ans 70 ou 25 ans 70. Maintenant, ils ont plutôt 75 à 90. Voilà, donc c'est des passionnés qui vieillissent et il y a un risque de déperdition un peu de cette passion et du produit de cette passion. C'est-à-dire que tous les collectionneurs il y a des collectionneurs de motos, mais des collectionneurs d'affiches, de programmes, les photographes comme je sais pas, Gérard Delio, Stan Perel pour la vitesse qui ont couvert toutes ces courses à partir des années 70. Et le fonds de dotation, il a pour mission de préserver ce patrimoine, de préserver ces archives, et puis dans un premier temps de les préserver, et après de les valoriser en les numérisant, en les rendant accessibles au grand public. Est-ce que toi, dans ce travail, tu as redécouvert certaines choses? Parce que, comme tu l'as dit, tu es issu de la presse moto, donc tu as vécu aussi toutes ces années de faste, on va dire, de la moto, qui aujourd'hui est un petit peu peut-être moins perçue comme ça. Est-ce que tu as retrouvé dans ces archives, dans ces recherches, tu as retrouvé des choses qui t'ont surprise? Alors déjà, j'ai recensé sur le site, on a un site qui s'appelle patrimoinemoto.org, qui fait l'histoire des motoclubs notamment, qui est une base de données de pilotes, et je recense tous les pilotes qui ont été champions de France. J'ai quasi 3000 pilotes au total, depuis les premiers championnats de France les premiers titres sont attribués en 1921-22 quoi. Et donc ça fait beaucoup de pilotes. Au départ, c'est de la vitesse, c'est championnat de France, championnat de vitesse, championnat de tourisme aussi. Et donc c'est marrant, puis il y a des années où c'est les constructeurs qui sont champions de France, c'est pas les pilotes. Il y a des années où le titre de champion de France est attribué parce qu'il n'y a pas de course spécifique, donc la fédération décide que cette année-là, c'est un tel qui est champion de motocross, par exemple. Donc il y a des petites histoires marrantes comme ça. Et surtout, là, on travaille sur un projet que je trouve passionnant, c'est qu'on célèbre les 80 ans du motocross. On considère que la première course de motocross en France, c'est Pisco en 1946. Pisco, c'est aujourd'hui dans le 95. C'est l'association motocycliste de la Seine, qui est l'AMS, qui veut créer une épreuve de motocross et qui trouve un petit village qui est volontaire pour accueillir des pilotes. Alors, il y a un peu de tout comme pilote, il y a un peu de tout comme moto, il y a un peu d'anglaise, il y a des Allemandes qui restent un peu des ennemis qui ont quitté les villages, et donc il y a de la DKV, des choses comme ça. Et ce motoclub de l'association motocycliste de la Seine se prend tout de suite au jeu, en crée une deuxième course à Robinson, pas très loin dans le 92 je crois. Ouais. Et après ça, ils cherchent une carrière pour avoir un terrain permanent. Et ils vont à Montreuil, un site qui s'appelle la Fosse aux Ours. Et ils créent le circuit de Montreuil, qui est accessible par le métro, ligne 9, on descend. Voilà, et je trouve ça assez fantastique. Et pendant une petite dizaine d'années, Montreuil est la capitale française du motocross, avec il y a jusqu'à 60-70 000 spectateurs. Ils font une course par mois quasiment. Et il y a toute une génération de pilotes parisiens au départ. Puis après, et c'est ça qui est marrant, c'est que le motocross est né parisien en fait. C'est la banlieue parisienne, Montreuil, Argenteuil. Et après, ça va en province, dans les régions. Mais au départ, c'est vraiment une discipline parisienne.
Aujourd'hui, on a des catégories, le Moto 3, c'est des 250 cm3. Mais pendant très longtemps, il y a eu des 50 cm3, des 125 cm3, des 250. Il y avait une multitude de cylindrées. Il y a quelques années, on a fait du motocross au bois de Vincennes. On allait faire du motocross au bois de Verrières. On allait sur le terrain qui était en face de la prison de Fresnes. Énormément de gamins faisaient des 50 couraient, ou en tout cas pratiquaient l'enduro ou le motocross avec des 50 cm3. Et puis l'après-guerre, puisque Bertrand parle de 46, 47, tous les engins qui ont servi de mobilité pendant la guerre, les gens s'en sont servis pour se faire plaisir, et ils ont fait des courses avec toutes ces machines, toutes ces BMW, toutes ces Triumph, toutes ces motos qui ont servi forcément à la mobilité, qui est le mot moderne d'aujourd'hui. Mais cette mobilité qui était pendant la guerre a servi après la guerre pour permettre aux gens de se tirer la bourre, quoi. Donc, et tout ça a fait que les gens ont fait du sport, sans le savoir forcément. Et toutes ces courses, le off-road était la discipline principale pour se faire plaisir dans le monde du deux roues, quoi. Et très rapidement, le motocross est devenu la discipline la plus pratiquée en France. Quasiment tous les villages de France avaient leur circuit, avaient leurs champions des motoclubs. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le tout-terrain, c'est peut-être 60-70% des licences de la. Oui, c'est ce que disait le président tout à l'heure. Ça reste le noyau fort des licenciés à la fédération. L'avènement de la vitesse, parce que paradoxalement, et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il y a un plus fort nombre de licenciés tout-terrain. La vitesse reste malgré tout, je dirais, la vitrine, même si on a d'excellents résultats. On a quand même Romain Fèvre qui est champion du monde la saison passée, notamment. L'avènement de la vitesse, par rapport à ce que tu as trouvé dans les archives, etc., tu la situerais à quel moment? C'est les années 70, Pascal me confirmera. Mais alors, il y a eu un homme remarquable à la Fédération française qui s'appelait Benjamin Savoie, qui a été pilote, qui a été importateur mondial, je crois, et qui a créé l'opération Jeune Tigre. C'est lui qui avait créé ça, où ont débuté Patrick Ponce, je pense. Olivier Chevalier, avec, c'était avec le père de Philippe Monneret aussi. Voilà. Et Benjamin Savoie, c'est un peu celui qui a structuré la vitesse moderne. Il a créé d'abord la Coupe des 4 saisons qui est devenue Promosport. Et je crois qu'aujourd'hui, cette année, on fête le 40e anniversaire du Promosport. Oui. Pour rendre la vitesse accessible. Et c'est lui, après, qui a créé le championnat de France Open Superbike. On a connu tous les deux le championnat de France Open Superbike de la grande époque, on va dire, qui s'appelle Superbike tout court maintenant. Production, ouais. Mais championnat de France Open, première course, je crois que c'est 1981 à Nogaro. Et Jacques Boll, qui était président de la FFM, a été champion de France en 125. Il me semble Baldé en 250. Voilà, mais c'est là où naît un peu la vitesse moderne et la vitesse contemporaine, on va dire. C'est là où on avait les pilotes de Grand Prix qui venaient rouler en championnat de France, parce qu'on c'était avait. Obligatoire. Ouais, c'était obligatoire. C'est ça qui est drôle, Pascal, c'est qu'à l'époque, c'était effectivement obligatoire pour être reconnu champion de France. Il fallait participer, quoi. Quand on regarde les motos qui sont exposées à la FFM, on a une moto Bécane 350, on a une Portal, qui est un fabricant français de châssis. Un peu plus loin, on a une Voxan, fabrication française. Après, on a une BPS, donc Boudet, Portal, Sora, qui étaient des Français qui ont construit. Un peu plus loin, on a une JCM, une Joël Corroy Moto, qui est un constructeur de motos de trial. Donc, on a eu pendant longtemps des Français qui ont construit complètement des machines de cross, de trial et d'enduro, principalement des motos off-road avec des motorisations européennes, KTM, Sage, qui étaient des fabricants de moteurs donc, en Europe, quoi. Juste pour terminer, Bertrand, par rapport à tout ça, par rapport à ton vécu de journaliste, etc., je poserai la même question après à Pascal pour terminer. Si tu devais ressortir un nom, ça serait lequel? Sabine a quand même inventé le Paris-Dakar, l'enduro du Touquet, la croisière verte. Enfin, ça a été un impact énorme sur le développement de la moto. Mais s'il y a un pilote, alors en vitesse, beaucoup citeraient Patrick Ponce, qui est le premier champion du monde français, toutes disciplines confondues d'ailleurs. C'est vrai que Jean-Michel Besse, c'est quand même pour son parcours incroyable, c'est quand même un peu le sommet du sport moto. Oui, complètement. Pascal?
d'accord avec ça? Ah, complètement. Je valide et j'estampille si j'ai un tampon. Tampon Motul. Le Panthéon, pour moi, à titre personnel, Jean-Michel Bell et Stéphane Peter-Hansel sont deux pilotes qui devraient... Si on avait notre Panthéon moto, en tout cas, je voterais, s'il faut voter, pour que ces deux garçons rentrent au Panthéon de la moto. Très bien. Merci beaucoup Bertrand, voilà. Merci Pascal. J'espère que ce numéro de Power Sport News vous a appris beaucoup de choses. Nous on a été ravis de se retrouver ici à la Fédération Française de Motocyclisme. On se quitte sur ces belles paroles de Bertrand et de Pascal et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Power Sport News.